diversité linguistique et culturelle fait une partie importante de pourquoi nous existons. Cette journée est un geste important dans notre travail de promouvoir et valoriser la diversité et l'équité dans notre coin du pays. Alors, je suis très encouragé pour cette journée. Je pense on va, comme on aime dire, apprendre et grandir ensemble. Et puis, je veux finir en remerciant M. Bolivar pour le travail qu'il a mis pour organiser cette journée. Merci. Merci, René. Et oui, à mon tour, avant de lui passer la parole, de remercier Barthélemy qui a organisé cette journée pour nous. Alors, merci Baté. Et là-dessus, je te passe la prochaine étape ici. Bonjour et bienvenue à tout le monde. Je ne sais pas pourquoi, ma grippe veut se réveiller. Alors, on va essayer de la calmer avec un peu d'eau de temps en temps. Mais écoutez, d'une certaine manière, je vais vous présenter nos 3 panélistes de cet après-midi. Et ça tombe bien que ce sont des femmes, même si 8 mars est déjà passé. Donc, on est très content. D'abord, je vais vous présenter Madame la sénatrice Michèle Odette, qui est une leader autochtone reconnue, fille d'un père québécois et d'une mère Innu. Michèle Odette est originaire de la communauté Innu de Ouachat, Macmani-Outinam au Québec. Elle a joué un rôle clé dans la transformation des régions, des relations entre les peuples autochtones et la société québécoise et canadienne depuis les années 90. À seulement 27 ans, elle a été élue présidente de l'Association Femmes autochtones du Québec. En 2004, elle est nommée sous-ministre déléguée au secrétariat à la condition féminine du Québec. De 2012 à 2015, elle a été présidente de l'Association des femmes autochtones du Canada. En 2015, elle a participé à la création d'un programme novateur d'études supérieures en administration publique autochtone pour l'École nationale d'administration publique, toujours au Québec. Madame Odette a été nommée l'une des 5 commissaires chargées de mener l'enquête nationale sur les femmes et les filles autochtones disparues et assassinées. Depuis 2019, elle est adjointe à la vice-rectrice aux affaires académiques et étudiantes et conseillère principale pour la réconciliation et l'éducation autochtone à l'Université Laval. En reconnaissance de ses contributions importantes, Madame Odette a reçu le prix Femmes de mérite en 2018 dans la catégorie Inspiration de la Fondation Y des femmes de Montréal. Elle a été nommée Femme de l'année en 2014 par le Conseil des femmes de Montréal et a reçu la médaille de jubilé de diamant de la reine Elisabeth II en 2012. Elle a également reçu un doctorat honorifique de l'Université de Montréal en reconnaissance de l'ampleur de son engagement vers la cause des femmes autochtones et son travail inlassable sur la réconciliation entre les peuples. Madame Odette a étudié les arts visuels à l'Université du Québec à Montréal et l'éducation artistique à l'Université Concordia. Bienvenue, Madame la sénatrice. Merci beaucoup. Alors, est-ce que vous présentez l'autre panéliste? Oui, je continue de présenter et puis tantôt vous allez avoir la parole. Merci. Merci. C'est le tour maintenant de la professeure Amal Madibo, les professeurs agrégés au département d'éducation à la justice sociale à l'Institut d'études pédagogiques de l'Ontario, OISI en anglais, de l'Université de Toronto. Ses recherches portent sur la migration et l'établissement, les études sur les Noirs et les francophones et la race et l'antiracisme en Afrique subsaharienne. Elle est l'auteur de nombreuses publications, y compris son livre récent intitulé Blackness and la francophonie. J'aime ça. Anti-Black Racism, Linguicism and the Negotiation of Multiple Minority Identities 2021 et récipiendaire du prix prestigieux, y compris le prix littéraire de la tradition d'excellence John Porter de la Société canadienne de sociologie avec une mention honorable en 2022. Bienvenue, professeur Madibo. Merci. Et du Québec, maintenant, nous recevons la politologue et sociologue de formation Maryse Potvin, qui est professeure titulaire en sociologie des rapports ethniques à la Faculté d'éducation de l'UQAM. Elle est co-titulaire de la chaire de recherche France-Québec sur les enjeux contemporains de liberté d'expression, fondatrice en 2013 du réseau l'International Éducation et Diversité et de l'Observatoire sur la formation, la diversité et l'équité qu'elle co-dirige. Elle est aussi membre de la chaire UNESCO en prévention de la radicalisation et de l'extrémisme violent et de l'équipe Recherche-Action sur les polarisations sociales, RAPS. Depuis plus de 25 ans, ses recherches abordent les rapports ethniques, le racisme, le populisme, l'équité et l'inclusion, autant dans les politiques et pratiques institutionnelles
que dans les discours sociaux, les débats publics, les médias, les mutations du néocolonialisme québécois, les enjeux identitaires, l'expérience sociale des jeunes racisés, la formation et l'éducation antiraciste, inclusive, interculturelle et aux droits et libertés. Parmi ces publications, on note notamment la diversité ethnoculturelle dans l'éducation, théorie et pratique 2016-2021, le développement d'institutions inclusives en contexte de diversité en 2013, crise des accommodements raisonnables, une fiction médiatique 2008, deuxième génération issue de l'immigration, une compassion France-Québec, l'individu et le citoyen dans la société moderne en 2000, le racisme au Québec en 1996, déjà, assez longtemps. Elle a agi comme experte pour plusieurs organismes, Communauté européenne, Commission Bouchard-Taylor, qui a fait couler beaucoup d'encre, Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse, UNICEF, Ministère de l'Immigration et de l'Éducation et d'autres. Bienvenue, professeur Potvin. Merci, merci. C'était pas nécessaire d'en dire autant, mais c'est pas grave. Et écoutez, nous avons quand même la chance de réunir un bel panel, je dirais national, pour parler de sujets très, très importants et en fait, vous en faites un enjeu. Avant d'aller plus loin, parce que Madame la sénatrice, il y a beaucoup de contraintes par rapport au Parlement, tantôt on peut l'appeler pour voter, donc elle va nous tenir dans un genre d'allocution sur son travail, le travail qu'elle fait, et peut-être particulièrement sur l'enquête nationale sur les femmes et filles disparues et assassinées. Madame Odette, vous avez la parole. Merci infiniment et d'habitude, je reste le plus longtemps possible, mais le malaise, je vais l'avoir là, parce que je fais quelques minutes avec vous dans votre portage ou dans votre canot sur un enjeu, je pense qu'on goûte à tous les jours, qui est amer et qui est très présent là, pour bien des gens, notamment les peuples autochtones. Alors, je m'excuse là, de ne pas pouvoir me séparer en deux et être dans la chambre haute et être avec vous. Et alors, c'est toujours un cadeau de recevoir des invitations de gens qui sont des alliés ou des gens qui veulent comprendre. Et en quelques minutes, pour avoir voyagé à travers plusieurs territoires, des enseignements a été, c'est pour moi, j'ai normalisé la ségrégation quand il y avait un wagon pour les sauvages puis un wagon pour les Blancs en 1960 jusqu'en 1989, dans lequel j'ai cohabité là, toute ma jeunesse. Et le train aujourd'hui, nous en sommes propriétaires. Ma nation, la résilience, est un bel exemple que malgré le racisme ou des lois tacites et un processus de guérison, prend le contrôle de certaines institutions. Mais pour y arriver, c'est un chemin ardu. Et de sentir aussi à travers frères, sœurs, de gens d'ailleurs ou de gens qui sont nés depuis plusieurs générations, je ne veux pas dire nous sommes plus que vous, mais un pays qui s'est doté d'une charte, un pays qui a des relations et des responsabilités internationales, ben, c'est mon devoir aujourd'hui, puis c'est ma responsabilité de rappeler que la vérité qu'on a entendue pendant une commission d'enquête difficile, lourde et unique, avec des pouvoirs de contrainte, nous sommes arrivés avec une conclusion, et plusieurs bien sûr, mais une qui a fait peur à mon père québécois, celle du génocide. Et les mots font peur, puis certains gouvernements vont rejeter, d'autres vont dire qu'il n'y a même pas de discrimination, de racisme systémique, alors on n'est pas encore au niveau du génocide. Et dans le cœur de mon père, c'était « tu ne peux pas dire ça, Michel. Les gens vont... tu vas perdre ta crédibilité. » Et dans mon cœur et dans ma sincérité, c'était « on est un outil, cette commission-là. Je suis un outil pour élever un message, des preuves, des voix, des récits, des paroles et un projet de société pour démontrer dans un langage juridique de commission d'enquête fédérale et aussi provinciale et territoriale, parce qu'on a eu des mandats de chaque gouvernement, dans leurs mots à eux, par des Québécoises, voilà pourquoi on parle d'un génocide latent, il est long, et comment l'État a pas agi et aujourd'hui, comment l'État réagit.
Et en quelques mots, je vous dirais, n'étant pas juriste, mais celle qui va normaliser et vivre avec les effets des pensionnats, des écoles de jour, de l'agression, du viol, du taux de suicide, de la déportation, etc., la stérilisation forcée, tout ce qu'on va voir dans cette définition-là, c'est maintenant de dire, nous dérangeons peut-être, mais ces femmes vont amener un débat pour les juristes, pour les intellectuels, pour les universités, pour les gens qui contribuent ou qui amènent le Canada à être responsable et imputable face à sa relation avec la communauté internationale et interaméricaine, de se rappeler qu'il n'y a pas une forme, mais plusieurs formes, et que dans nos approches pour une guérison, surtout une vérité, les femmes, ce qu'elles ont dit, nous donnent des impératifs juridiques aujourd'hui. On n'est plus à l'étape des recommandations. Donc ça, pour moi, ça va rester jusqu'à mon dernier souffle, un espace où une planète va être ébranlée le 3 juin 2019. Des gens vont être contre nous et maintenant, des gens vont l'utiliser en cours provincial, fédéral, supérieur et ainsi de suite comme élément de preuve. Donc, les femmes, la voix des femmes autochtones va créer un outil pour le mouvement puis de rappeler qu'il y a plusieurs formes et voici les faits. Et ce sont des Québécoises qui ont marché avec nous. On s'est ostinés. Fanny Lafontaine, on a pleuré ensemble, mais elle a signé un document, une analyse juridique avec son équipe qui démontre voici pourquoi. Alors, je vous dirais, le travail, il y a des changements, il y a des choses qui se font, et en fin de semaine, le Québec va peut-être être au courant, si on suit les réseaux sociaux, pour les enjeux qui touchent les Autochtones, l'importance d'une enquête nationale. On va amener même un rapport juste pour le Québec. Hein, dans l'enquête nationale, je nous ai fait un cadeau pour le gouvernement du Québec pour leur dire, voici où il y a une juridiction dans laquelle vous avez peut-être une responsabilité historique et contemporaine. On a une Sûreté du Québec, qui a l'Église qui était dans le contrôle des écoles et des hôpitaux et ainsi de suite. Il y a beaucoup de bébés qui ne sont jamais revenus à la maison une fois hospitalisés. Et beaucoup de parents, trop de parents autochtones ne savaient pas où était leur enfant. Et en fin de semaine, 28 bébés et jeunes enfants, depuis les années 50, 60, 70 et 80, dans leur esprit où ils sont aujourd'hui dans l'univers, on peut dire à leurs parents, c'est là j'étais et c'est de ça je suis mort. En passant, pour moi, c'était 4 ans que j'étais sur Terre, tu ne le savais pas, ou 10 ans. Donc, les parents ont été en mesure d'écouter les médecins, les spécialistes, parce qu'on leur a donné accès dans une loi 79 par l'Assemblée nationale, qui n'est pas parfaite, mais qui est unique là, à travers le Canada, qui a donné accès à des documents. C'est sûr qu'ils ne veulent pas qu'on aille dans le côté systémique, mais ça, c'est un débat qu'on va continuer à faire. Mais voilà une autre preuve dans laquelle, systématiquement, parce que tu es un parent autochtone, quand je prends ton enfant, ben, je ne te permets pas de vivre ton deuil ou de te dire de quoi il est mort. Tu n'as juste pas d'informations tout court, pas juste une fois, mais sur plusieurs décennies. Alors ça, pour moi, ça a été ça vaut la peine de se mobiliser. C'est déchirant, c'est difficile, mais un merci aussi à toutes les gens qui ont marché à côté de nous. Puis pour terminer, je vous dirais, Joyce Echaquan nous rappelle que ce n'est pas terminé parce que tous ceux et celles qui sortent des universités, bien, ce sont les infirmiers et infirmières, les juristes, les penseurs, les entrepreneurs, tout ce beau monde-là. Bien, les biens conscients sont tellement ancrés qu'ils nourrissent, sans qu'on s'en rende compte, ce racisme-là ou cette discrimination. Je ne pense pas qu'on se lève le matin pour aller tuer quelqu'un, mais les biais peuvent faire très mal. Alors, on a une glorieuse de grande responsabilité là, pour faire le virage. Alors, Maryse et tous ceux et celles là, qui font ça au quotidien, je vous dis merci. Je nous dis merci à vous et celles qui organisent ça. Merci à vous. Hein. Oui, merci à vous, madame. Oui. Merci beaucoup, Madame Odette. Est-ce qu'il y a quelqu'un, on permet quand même d'avoir une ou deux réactions par rapport à l'introduction et au témoignage poignant
assez fort de Mme Odette. Ce qui est Parmi la salle, les auditeurs. la salle. Ouais. Oui. Bon. Si vous permettez, Mme Odette, Oui. Richard Fiala de l'École Saint-Lazare. Vous ne vous souvenez sûrement pas de moi parce que la première fois qu'on... Oui? Oui! Ben, au plaisir, Mme Odette, parce que depuis que je vous avais reçu au Collège Bourget, sous la tente, je vous ai suivi et je peux vous dire que Avec votre Madame. témoignage est très touchant pour vous avoir connu de près en personne. Donc, je voulais juste vous féliciter pour tout le travail que vous faites. Puis, les répercussions de votre témoignage, pour moi, c'est que maintenant, je travaille avec les gens de Gambler et de WeWe dans ma région pour justement essayer de travailler dans ce sens d'ouverture. Alors, c'est ma première expérience avec les Premières Nations, c'était avec votre peuple, les Inuits, à Bourget. Et je ne devrais pas le dire, mais 30 ans plus tard, ça fait du chemin. Donc, continuez, madame, votre beau témoignage, ça change des vies. Merci. Et, le dire à ma mère. et je dois vous le dire, c'est un heureux hasard. Donc, je ne savais pas si Richard Fiola connaissait Madame la sénatrice, ça c'est un. Et deuxièmement, Richard Fiola fait partie aussi de notre comité divisionnaire sur les perspectives autochtones. Donc, voilà qui tombe bien pour un 21 mars. Je vais offrir. Plaisir. Alors, bon, je remercie encore, puis je vais juste réitérer, d'accord avec ce que M. Fiora, merci de votre témoignage, Mme Odette. Et je veux juste peut-être ajouter, puis entièrement d'accord avec le travail que les universités ont dans l'éducation de nos gens qui vont être des professionnels et l'éducation de la vraie histoire de notre pays. Alors, on a une rééducation à faire, ça c'est certain. Et je pense que c'est une des raisons qu'on a cette journée, c'est pour rééduquer notre population. Et je suis content de voir plusieurs de mes leaders de nos directions d'école, inclus M. Fiora, qui sont ici pour continuer à apprendre et réapprendre notre histoire, parce qu'ils ont un rôle important à faire. Et dans nos conversations avec nos collègues ici au Manitoba, on voit souvent encore des défis avec le racisme du passé, puis les traces de ça, puis combien on a encore du travail à faire. Alors, on peut se décourager. Il faut quand même reconnaître qu'on fait du travail pour éduquer et rééduquer notre population. Alors, je fais du pouce là-dessus. Puis, alors, ça, c'est des morceaux importants. Je veux quand même reconnaître aussi le travail que vous faites au niveau du Sénat, parce que là aussi, dans l'éducation, dans le cheminement de notre population, il y a une éducation et ensuite, il y a des lois qui sortent, qui nous dirigent pour ceux qui n'ont pas compris où on devrait être, que ça devient pas juste des suggestions, mais des façons de faire. Alors, je vous remercie pour le travail que vous faites, certainement à votre niveau, qui est super important aussi. Merci. Merci beaucoup. Oui, merci beaucoup. Et puis, c'est tellement intéressant parce que l'année dernière, nous avons reçu Karine Duhamel qui a travaillé aussi dans cette commission. Maintenant, c'est le tour de Mme Odette de venir nous en parler. Donc, on voit que les choses marchent et ça arrive. Donc, Mme Odette, merci. Donc, vous pouvez rester avec nous autant de temps que vous voulez, mais on va passer maintenant aux académiciennes. Je vais écouter un petit peu, je vais en profiter pendant qu'il n'y a pas de vote dans la Chambre. Dans la Chambre. OK, merci beaucoup. Pour rappel, je dois vous dire que professeur Potvin a élaboré avec son équipe, bien sûr, ces choses-là ne se font pas seules. Racisme et éducation antiraciste, mieux comprendre pour mieux enseigner. Donc, c'est un guide qu'on a envoyé dans les écoles. Et je dois vous faire une révélation, c'est que je ne savais pas s'il y a un certain moment, il y avait des esclaves autochtones au Canada. Je savais qu'il y avait des esclaves noirs, mais je ne le savais pas. Alors, merci, ça c'est quelque chose que j'ai appris et ça m'a frappé, et puis avec des chiffres, etc. Donc, Madame Potvin, je vous dis merci pour ce travail très sérieux qui est fait. C'est un bloc, c'est un bon document. Donc, quelqu'un qui veut faire de la formation continue, je vous conseille à lire ça avec toutes les statistiques, le racisme hier et aujourd'hui. Bon, c'est comme ça que je peux l'appeler, mais éducation antiraciste. Il y a aussi un livre Blackness and la francophonie, alors de professeur Madibo, qui est très intéressant. Je l'ai commandé, mais je n'ai pas encore reçu. Donc, ça va être sur mon pupitre aussi, puis je vais le passer. C'est intéressant parce que là, il y a aussi
noire et francophonie. Donc, et comme le terme intersectionnalité, c'est un terme qui est très cher à professeur Madibo, donc ça va être très, très, très intéressant. Alors, pour commencer, chers panélistes, ma première question, c'est que là, on a compris qu'il y a quand même eu beaucoup, soit de mouvements activistes au niveau de la politique, soit eh bien, toute cette vague de temps en temps qui s'en vont et revient à chaque fois qu'il y a un crime, à chaque fois qu'il y a quelque chose dans les médias, ça va et revient. Mais dernièrement, on a assisté à quelque chose avec la mort de George Floyd. Donc, il me semble qu'il y a un genre de momentum parce que je vois tellement d'organisations prendre, par exemple, les fameux DEI, hein, même DEIA, avec équité, diversité, équité, inclusion. Tout le monde est en train de faire quelque chose quelque part. Est-ce que vous pensez qu'on a atteint un vrai momentum qui va faire changer les choses? Je ne sais pas si vous voulez commencer ou je peux commencer. Allez-y. Oui, bien, écoutez, je pense qu'il faut voir aussi dans le contexte plus global, il y a beaucoup de polarisation en ce moment. Et malgré je dirais, une montée en force des voix des personnes racisées, je trouve, dans les mouvements sociaux, les jeunes, beaucoup de jeunes de deuxième, troisième génération qui sont nés ici, qui ont des attentes en termes d'égalité sociale peut-être plus grandes que leurs parents à l'époque, hein, leurs parents immigrants, etc. Ils prennent leur place, ils revendiquent et donc ils s'insèrent dans la société de cette façon, puisque quand on revendique, c'est parce qu'on est intégré ou on veut s'intégrer davantage ou on veut avoir sa place, en tout cas. Et donc, ils sont l'objet, par contre, dans ces luttes sociales, je trouve, de beaucoup de réactions très néoconservatrices et très réactionnaires. On le voit, par exemple, avec M. Legault qui refuse d'admettre l'existence de racisme systémique au Québec, par exemple, et beaucoup de réactions, les anti-woke, et puis la place qu'occupent beaucoup de chroniqueurs de droite au Québec. On pense à Mathieu Bock-Côté, etc. Et je parle du Québec parce que je connais mieux le Québec, là, mais je pense que il y a beaucoup de groupes populistes et extrémistes un peu partout au Canada, mais au Québec, ça prend une couleur un peu particulière, évidemment, à cause du néo-nationalisme québécois. Quand je parle de néo-nationalisme, évidemment, c'est un nationalisme qui se conçoit comme une minorité, qui a été minorée historiquement et qui est toujours dans sa lutte vers plus ou moins la souveraineté, en tout cas. Et donc, dans cet esprit-là, il y a beaucoup de réactions, je trouve, extrêmement polarisantes et polarisées sur les revendications tout à fait légitimes de droits sociaux et de droits et libertés qui est revendiqué et qui dénonce aussi les bavures policières, les abus, etc. Et je trouve que ça participe beaucoup de ce qu'on peut appeler une forme d'injustice épistémique, en fait, c'est-à-dire une difficulté des personnes qui sont racisées, minorées, de faire entendre une voix qui paraît crédible aux yeux des majorités, je dirais. Aux yeux des majorités qui, au Canada, c'est une majorité blanche, hein? Et donc, il y a une espèce de résistance et de refus, hein, de reconnaître la blanchité et de reconnaître que des voix minorisées puissent contester, en fait, le sort discriminatoire qu'ils subissent, des personnes. Donc, ce concept d'injustice épistémique est très important, je pense, pour comprendre comment les voix minoritaires sont tout le temps ou souvent délégitimées. Et c'est vrai pour tous les mouvements sociaux, hein, au plan historique, les femmes ont connu la même chose à une autre époque. C'est des voix qui n'étaient pas légitimes. La demande de droit de vote, bon, je pense dans les années 30-40. Et donc, ces voix, cette décrédibilisation et ce que Miranda Fraker appelle le déficit de crédibilité ou le déficit d'intelligibilité aussi, de se faire comprendre. Ça fait partie, je pense, des enjeux politiques actuels qui sont beaucoup plus tendus et polarisés qu'à une autre époque.
peut-être à cause de l'héritage aussi de 15 ans de débats publics sur les signes religieux, etc., au Québec, où on a vu une montée de l'islamophobie, puis une montée une banalisation des discours racistes dans l'espace public qu'on n'avait jamais connu avant, là. Donc, je pense qu'il faut placer aussi le contexte, où est-ce qu'on est rendu, donc, politiquement et socialement, dans nos différentes provinces aussi, mais au niveau canadien puis au niveau international aussi, là. Merci. Merci, Michel. Professeur Potvin, professeur Madibo, quel est le contexte selon vous dans vos lunettes critiques? Oui, d'abord, je vous remercie, Monsieur Bolivar, et votre conseil pour organiser cet événement si important, qui est en fait une série d'événements. Oui. Oui. Et de m'avoir invité, m'a donné cette opportunité de partager cet espace avec, pour laquelle je suis très honorée, avec Madame la sénatrice, Prof. Potvin et vous autres, toutes et tous. Moi, je dirais que, bien sûr, les événements autour de l'assassinat de George Floyd représentent un moment historique très important qui nous réveille et nous éveille. Mais je ne dirais pas que nous avons vraiment là atteint un moment antiraciste en termes de résultats concrets. Donc là, je suis également d'accord avec Prof. Potvin. Ce qui se passe, à mon avis, c'est que si le racisme systémique contre les autochtones, contre le racisme anti-noir, le racisme envers d'autres communautés racisées, et je précise que bien sûr que c'est systémique, donc c'est structurel et institutionnel, surtout si ça persiste de façon si frappante, c'est parce que nous toutes et tous comme collectivité, vous voyez, citoyens, nos États-nations, parce que la lutte antiraciste efficace est une responsabilité collective. C'est parce que nous n'avons pas encore combattu le racisme systémique de façon que j'appelle équitable et efficace. C'est parce que nous n'avons pas encore affronté notre passé historique raciste pour ensuite confronter et rectifier les impacts ou les conséquences contemporaines de cette histoire. Vous avez fait référence à l'esclavage au Canada, des autochtones, des Noirs, le colonialisme et donc le racisme systémique contemporain qui s'ensuit. Donc, pour moi, le défi, c'est de saisir ce momentum pour effectuer le changement nécessaire. Donc, encore une fois, ce que j'appelle des résultats antiracistes, équitables, concrets. Là des résultats qu'on voit. Il ne s'agit pas seulement d'embaucher certaines personnes dans certaines institutions. Ça fait partie, bien sûr, du changement, mais là, on a vraiment besoin, il nous faut un changement systémique, puisque le racisme est systémique. Il s'agit de deux stratégies, à mon avis, à deux échelles entrelacées. D'une part, de profiter des ressources que nous avons déjà, au lieu de les reproduire, prendre encore de temps, passer des années et des ressources pour reproduire les mêmes recommandations ou les mêmes études. Donc, les mettre en place de façon efficace et d'autre part, de envisager, en fait, à développer et mettre en place de nouvelles mesures adaptées à la réalité de de 23e ou 22e siècle, 21e siècle, pardon. Là, 21e siècle, oui. Je voyage à travers le temps. Encore, vous toutes et tous, là, vous avez produit des initiatives, n'est-ce pas, et des ressources qui méritent d'être mises en place de façon efficace. Vous voyez,
Plus de ça, par exemple, entre autres, là, votre conseil, que ce soit cette conférence qui est un modèle à explorer, pas à explorer, mais à reproduire ailleurs, que ce soit, par exemple, la façon non seulement symbolique, mais également fructueuse et efficace dont vous fêtez ou célébrez cette journée internationale. Et nous devrons donc propager ce genre d'initiatives à d'autres événements, des événements liés aux peuples autochtones, le mois de la francophonie, par exemple, la décennie présente, la décennie des peuples d'ascendance africaine. Okay. Et de nouvelles initiatives, nous avons besoin des réformes. Les nouvelles initiatives, nous avons besoin de réformes, n'est-ce pas, éducatives, judiciaires, politiques et par conséquent aussi sociales. Nos grandes lois canadiennes devraient être modernisées. Et à titre d'exemple, la loi sur les langues officielles, je sais qu'un projet de loi a été déjà posé ou a été déjà remis déjà été remise, n'est-ce pas, à mon avis. Et là, hier, j'ai fait une étude critique du projet de la modernisation de la loi sur les langues officielles. En fait, j'ai dit que ce n'est pas assez raciste, assez antiraciste. Ce n'est pas assez antiraciste. Donc ça, c'est une grande initiative. Vous savez que beaucoup de consultations de ressources ont y été consacrées et le résultat n'est pas assez efficace. Donc, et ça s'applique à d'autres politiques parce que je crois en fait dans la société politique, dans l'État-nation, si on l'appelle le gouvernement, et là, le travail de Madame la sénatrice est un bon exemple de ça. Donc, les lois sont importantes, elles sont là pour une raison. Et donc, les lois sur le multiculturalisme, par exemple, devraient être modernisées, ainsi que la charte canadienne. Mais ça fait partie d'une conversation plus large et élargie que j'aimerais aussi débattre au moins engager prochainement et dans d'autres espaces. Merci. Merci et beaucoup. Donc là, nous avons parlé de contextes juridiques, politiques et sociaux. Et ce qu'on voit aussi, c'est que les médias, pour efficaces qu'ils soient, par exemple, dans ce qui est arrivé à George Floyd, donc nous l'avons su grâce aux médias, mais en même temps aussi, la polarisation est nourrie par les médias. Donc, ça devient comme une arme à double tranchant. Et l'école est prise là-dedans. Et on comprend que d'abord et avant tout, quand on va parler des théories de la race, donc ce qui frappe aussi comme disparité, ça se voit dans l'école. Il y en a qui parlent d'une école de production et une école de reproduction. D'après vous, quelle est la place de l'école dans cette lutte antiraciste, l'école comme système? Si je voulais, je peux commencer. Oui. Écoutez, je pense que l'école a une place majeure parce que l'école, d'abord, à différents égards, on sait que ça forme des futurs citoyens. Et donc, le rôle des enseignants est extrêmement important pour former des futurs citoyens. Donc, il y a un rôle un peu modèle de justice sociale. L'enseignant doit incarner la justice sociale. Il y a même dans les lois provinciales, notamment au Québec, il y a toute une section sur le devoir de l'enseignant, les devoirs de l'enseignant qui doivent ils doivent faire connaître les droits et libertés aux élèves. C'est écrit texto dans l'article 22 de la loi. Ils doivent favoriser le plein épanouissement des personnalités de chaque élève, etc. Donc, il y a beaucoup de savoir-faire et savoir-être ou de compétences. Il y en a qui appellent ça des compétences, mais moi, j'appelle ça un savoir-agir enseignant
que les enseignants doivent maîtriser dans une société pluraliste, une société de droits et libertés et une société donc qui se veut égalitaire et de justice sociale. Donc, il y a vraiment comme ce rôle des enseignants parce que les enfants, ils grandissent avec des adultes significatifs et les enseignants sont des adultes significatifs. Pour la plupart. Donc, c'est les enseignants qui font aimer ou ne pas aimer l'école. Et souvent, si l'enseignant a des biais inconscients à l'égard des jeunes, que ce soit les jeunes noirs, un jeune turbulent, un jeune, bon, peu importe, selon l'origine, la couleur, etc., ces biais vont faire détester l'école aux jeunes. Donc, parce qu'il n'y aura pas cette relation de confiance qui va s'établir entre le jeune et l'enseignant, qui est un modèle, dans le fond, d'adulte significatif pour chaque enfant. Donc, la question du racisme, de l'équité, de la non-discrimination est extrêmement importante à l'école et la place aussi que les jeunes peuvent y occuper pour s'exprimer, pour faire valoir aussi leur propre savoir. Il y a des savoirs, que ce soit des savoirs expérientiels ou des savoirs culturels, mais en tout cas qui sont importants aussi à partager à l'école pour les jeunes de toute origine, de toute... bon. Et ça, c'est vraiment le rôle de l'école publique commune, en tout cas, est tellement important, moins divisive que l'école privée, d'une certaine façon, qui est plus je dirais, qui s'adresse à une classe sociale plus élevée, etc., qui est plus exclusive et qui est moins inclusive, disons. Et donc ce rôle est très, très, très important, surtout qu'il y a un ensemble de valeurs que l'école peut valoriser plus que ce qu'elle fait en ce moment. On est dans une société beaucoup compétitive, très capitaliste, où les jeunes apprennent à avoir des meilleures notes au lieu d'être solidaires, par exemple, dans les apprentissages. Donc, les valeurs de solidarité, les valeurs d'interconnaissance, de reconnaissance de l'autre, d'appartenance à un groupe dans la classe, dans l'école, c'est là qu'on apprend à devenir, c'est toutes ces valeurs importantes qui doivent compétitionner avec des valeurs de concurrence, de compétition, de capitalisme, de consommation, etc. Et l'école, c'est un lieu où ces valeurs-là, humanistes, de solidarité, de justice sociale, doivent absolument être davantage, je dirais, présentes et comprises par les enseignants, par les acteurs scolaires, autant les directeurs d'école que les acteurs scolaires. Donc, et l'actualité, ce que vous parliez des médias, ce qu'on voit dans les médias n'épargne pas l'école. Donc, l'école doit faire apprendre ou faire comprendre avec un jugement critique pour les élèves ce qu'ils voient et entendent dans les médias. Moi, je me souviens de situations qui avaient été vécues au Québec, qui touchaient en particulier les jeunes noirs. Une émission à Tout le monde en parle où il y avait un psychologue qui avait dit « Ah, les études sur le QI aux États-Unis, vous vous souvenez de ça? » Et il y avait un article d'un parent qui avait été écrit la semaine après l'émission et qui disait « Mon enfant s'est fait demander, comme on dit, écœurer à l'école, ou s'est fait en tout cas harceler à l'école parce qu'on lui a dit, il est revenu à la maison en disant, est-ce que c'est vrai, maman, que les Noirs sont moins intelligents que les Blancs? Alors, vous voyez l'impact d'une émission de télé ou d'un article dans un journal ou tous les débats de société. C'est Mailloux, j'ai oublié son nom encore. C'est l'affaire Mailloux, le doc Mailloux, c'est ça. Ouais, et donc, il ne faut jamais négliger les impacts que les débats publics peuvent avoir sur les relations entre les élèves, entre les parents à l'école, etc. C'est extrêmement important et ça crée des biais. Il faut travailler constamment sur les biais inconscients, la prise de conscience des privilèges blancs aussi, puis la prise de conscience des biais que les gens peuvent avoir dans leur prise de décision en milieu scolaire. Donc, c'est extrêmement important de travailler là-dessus de façon continue, dans une perspective comme l'approche inclusive est très axée là-dessus, sur le travail continu pour déconstruire des préjugés, déconstruire aussi, puis améliorer les pratiques administratives, les pratiques enseignantes, etc., etc. Voilà, j'ai fait vite un peu, mais je vais laisser la parole à quelqu'un d'autre. Merci. Vous pouvez enchaîner, Prof. Madibo. Oui. C'est le rôle de l'école dans Oui, cet espace tumultueux. Oui. Comme vous soulignez,
certainement, l'école est un site crucial de formation, d'apprentissage, de réflexion critique, tout ça, mais également de changement social, n'est-ce pas, de changement social. Le social, je veux dire également sociopolitique. Donc, c'est un site révolutionnaire. L'école est également, et de cette façon, est un site de décolonisation. Les écoles canadiennes ont fait que de certains progrès, n'est-ce pas, antiracistes, anti-oppressifs, de manière générale, mais en lien de ce que a été souligné, ils ont beaucoup de travail à faire, un grand chemin là, à parcourir, comme prof peu de vent le souligne. Et en lien de ce que j'avais mentionné, je pourrais également dire que l'école donc devrait d'une part bénéficier des ressources qui existent déjà pour, voyez, pour rectifier les lacunes antiracistes, et d'autre part également s'engager dans des réformes. En ce qui concerne des ressources qui existent déjà, il y en a beaucoup. Entre autres, juste des exemples. Il y a par exemple en Ontario, et on a l'association, l'organisme en effet des parents des élèves noirs, et qui devient en fait de plus en plus bilingue. Et c'est un organisme et un groupe qui fait un travail très important depuis trois décennies, même plus que ça. Donc, dans quel cadre est-ce que les écoles ontariennes ou même canadiennes ont incorporé le travail et les initiatives et les recommandations de ce groupe? Ça, c'est une question. À mon avis, pas de façon, disons, efficace, raisonnable, si ce n'est pas du tout. Il y a, par exemple, on voit de plus en plus des écoles spécifiques, que ce soit spécifique de point de vue religion, comme par exemple les écoles islamiques, musulmanes, ou ethniques et raciales, des écoles, ou surtout une école afrocentrique, ici à Toronto. Donc, c'est le genre de réforme d'initiative qui, à mon avis, si cela est pris au sérieux, et puis aussi conçu en tant que perspective pratique, pratique exemplaire, et puis pour les mettre en place de façon efficace, ça pourrait déboucher sur des résultats antiracistes concrets. Il y a de plus en plus également de travail dans le cadre de ces écoles, et puis ça reste d'une façon et d'autre façon, ça reste toujours comme des recommandations sur papier. Par exemple, comment faire l'éducation, l'enseignement plus inclusif, plus antiraciste, par exemple, enseigner l'histoire qui est vraiment toujours vive et vivante de façon critique, donner plus d'espace à la spiritualité. Vous voyez, utiliser des proverbes, par exemple, des façons ou des méthodes de pédagogie qui ne sont pas certainement conventionnelles, qui méritent d'être conventionnelles. Mon dernier point à cet égard, c'est que, comme vous savez aussi, l'école fait partie d'autres, n'est-ce pas, de notre société. Donc, il y a un lien important qu'il faut explorer et élargir davantage entre l'école et la communauté, par exemple. On a déjà beaucoup à apprendre de la communauté. Entre autres, par exemple, à Alberta, il y a un organisme très efficace francophone qui a développé et a mis en œuvre un programme éducatif entier et qui a été en fait enseigné dans plusieurs écoles en Alberta, les écoles francophones en Alberta, et à Saskatchewan aussi. À la Saskatchewan, c'est la caravane qui s'intitule dans le programme Caravane contre le racisme et la discrimination, qui est, à mon avis, vraiment un programme vraiment complet, pédagogique, éducatif,
critique, hein, très important. Mais ça a été coupé, en effet, ça a été arrêté à cause des coupures budgétaires de fédéral. C'est le genre d'initiative qu'on devrait propager et pas en fait arrêter à cause de ce genre de coupures. Alors, merci. Merci beaucoup et c'est intéressant, professeur Madibo, d'avoir mentionné exactement cette relation entre les conseils scolaires et la communauté. En général, je pense que c'est important et sinon, on parle surtout dans notre division scolaire d'écoles communautaires, citoyennes et entrepreneuriales. Donc, c'est important, l'importance et parce que vous l'avez dit au début, là, je ne sais pas qui d'entre vous là, et l'a dit, c'est qu'on parlait tantôt de responsabilité collective. Alors, l'État est très bien appuyé dans ce grand travail, dans ce grand chantier et antiraciste. Il semble que M. Desquier veut y mettre un mot. Non? OK. OK. Alors, pour revenir, nous aussi, par exemple, comme administrateurs scolaires ou comme enseignants, etc., mais surtout administrateurs scolaires, on est pris entre deux choses. Il y a, oui, les lois scolaires. Je pense qu'ils sont pas mal clairs en termes de donner une voix aux élèves et puis donner l'égalité des chances et à tous, etc. Donner l'accès et être inclusif, etc. On n'en peut plus être plus descriptif que ça. Mais sauf que, Madame Pauvel, je sais que vous travaillez peut-être avec dans la formation initiale des enseignants. C'est que qu'est-ce qu'il nous faut? Parce que là, il y a ce savoir agir, qui sont les compétences, mais il y a ce savoir-être aussi. Comment amener quelqu'un à faire ce saut de se remettre en question par rapport à ses biais et de commencer par voir que tous les élèves méritent la même chance. Ben, merci de cette question. C'est une bonne question. C'est une question assez complexe. La première chose qu'il faudrait peut-être faire, en tout cas dans la formation initiale des enseignants au Québec, parce que c'est d'abord d'arrimer plus la formation pratique et la formation théorique. Il faudrait avoir des allers-retours plus fréquents pendant que les gens sont en stage avec eux sur ces questions-là, en fait, ce qu'ils rencontrent, leur questionnement, etc. Et de faire un suivi un peu sur un suivi réflexif, en fait, sur leur rôle comme enseignant lorsqu'ils sont en contact avec des familles de différents groupes, lorsqu'ils sont en contact avec des différents types d'élèves, etc. Et les amener, donc, parce que là, c'est un peu divisé. On a la formation théorique et après la formation pratique, mais il n'y a pas de retour nécessairement, notamment sur les enjeux d'inclusion, d'équité. Il n'y a pas nécessairement un travail réflexif en cours de route qui se fait dans les programmes. Donc, moi, je pense qu'il faudrait repenser un peu, d'abord, c'est la première étape, là, repenser un peu les programmes pour que ce soit plus interactif entre ce qu'ils vivent sur le terrain et la formation inclusive, d'équité, antiraciste, etc., en même temps que le travail théorique se ferait en même temps que le travail pratique, d'une certaine façon, vous voyez, parce que je pense que ça, c'est important. La deuxième chose, c'est d'avoir plus de cours aussi sur ces questions-là. Donc, s'il y avait un suivi plus étroit, il y aurait nécessairement plus de contenu parce qu'on a fait une cartographie des cours au Québec, juste dans les 12 universités où il y a des formations à l'enseignement, des programmes de formation à l'enseignement. Et dans les 12 universités où il y a ces programmes en éducation, disons, il y a souvent un seul cours pendant les 4 ans de formation. Donc, la formation ici en éducation au Québec, elle dure 4 ans. Mais avec un seul cours où il faut parler de la diversité en traitant les Autochtones, les réfugiés, les personnes des minorités racisées. Donc, on mélange un paquet de choses qui fait qu'on n'a pas le temps de bien déconstruire les biais, déconstruire les préjugés, travailler là-dessus. On n'a pas beaucoup de temps pour faire ça, je trouve. Et donc, ça prendrait plus de temps, puis un processus plus réflexif dans la démarche, dans l'appropriation finalement de la carrière enseignante, dans la profession enseignante. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est un peu être confronté à ses propres privilèges constants, c'est-à-dire
on sait c'est quoi, là, être une personne blanche. On connaît la question des privilèges, mais je trouve qu'on ne travaille pas nécessairement assez sur cette question-là pour que ça ne soit pas vu comme heurtant pour les personnes ou une accusation de racisme ou quoi que ce soit, mais que ce soit vu comme une prise de conscience de soi, de sa place dans le monde, de la place qu'on occupe dans la société, du pouvoir qu'on a dans la société. Donc, travailler sur cette notion de pouvoir. Un enseignant, ça a beaucoup de pouvoir. Ça a un pouvoir pour orienter les carrières des futurs citoyens, des élèves. Ça a un pouvoir parce qu'on donne des notes, on évalue des personnes. Et donc, il y a toutes sortes de pouvoirs qui sont associés et prendre conscience que ce pouvoir-là, on ne peut pas l'utiliser pour stigmatiser les gens, mais on doit encourager les personnalités et la place et l'empowerment des personnes. Et donc, travailler plus sur la notion, je pense, de pouvoir, d'empowerment, de prise de conscience des biais, à partir aussi de l'histoire. Vous avez mentionné l'histoire. Bien sûr, il y a eu l'histoire de l'esclavage qui a affecté, qui a touché les Autochtones. Et dès la Nouvelle-France, là, on parle de 1704, ça a été institutionnalisé à partir de 1704 par la France à l'époque de la Nouvelle-France au Canada jusqu'en 1833-34. Et donc, ça a duré plus de presque 150 ans, en fait, ce régime esclavagiste. Bien sûr, il faut partir de ça, mais aussi les effets qu'on a aujourd'hui dans les représentations sociales. Beaucoup de gens connaissent un peu la situation des rapports noirs-blancs aux États-Unis avec toute l'histoire de l'esclavage aux États-Unis, mais connaissent peut-être moins l'histoire des rapports avec les minorités racisées ici, au Canada. Les rapports, comment ça s'inscrit dans des rapports nord-sud aussi, parce que les inégalités mondiales affectent aussi les représentations sociales. Donc, l'impérialisme ou la mondialisation, on appelle ça l'impérialisme aujourd'hui, mais c'est encore de l'impérialisme, c'est un relent, c'est un restant, si on veut, dans les représentations sociales dans le monde occidental de l'époque coloniale. Donc, toute la colonisation des peuples en Afrique, à travers le monde, c'est encore vrai aujourd'hui d'une certaine façon, puisque le pouvoir économique qui revient au monde occidental, aux entreprises, bon, etc., c'est encore une exploitation des peuples, des sociétés en Afrique, bon, dans plusieurs pays, etc. Donc, c'est un relent, un restant de colonisation, mais de penser en termes sur ces inégalités mondiales, comment ça se reproduit dans nos sociétés aujourd'hui, au Québec, dans toutes les provinces canadiennes. C'est important de voir que c'est des effets de tout ça. Donc, comprendre comment le passé détermine le présent dans les représentations sociales qu'il faut déconstruire, qu'il faut travailler, je pense, avec les personnes, la future enseignante. Donc, bon, enfin, je ne vais pas prendre toute la place non plus, mais il y aurait beaucoup de choses à dire, là, mais je vais laisser la place aussi à Mme Amal. Parce que, mais en tout cas, on pourrait y revenir, là, mais c'est un aspect important. Merci pour ces 3 points, je trouve importants. Prof Madibo. Oui, merci. Donc, en lien avec ces questions de mondialisation, et donc, qui, comme vous soulignez, que ce sont également, bien sûr, très ancrés dans l'impérialisme mondial, le colonialisme, n'est-ce pas, et ce genre des génocides et des problèmes liés. J'aimerais souligner brièvement l'immigration transnationale. L'immigration transnationale comme une ressource bénéfique dont on devrait bénéficier ou profiter. J'ai fait des recherches, entre autres, sur donc, justement l'immigration transnationale. Et il y a donc beaucoup, en fait, d'immigrants francophones qui ne sont pas inclus, en fait, qui sont exclus du système éducatif, qui donnent l'expertise, vraiment l'expérience, encore une fois, peuvent être, sont en fait très, très bénéfiques pour le système scolaire. Et donc, moi, je mets l'accent sur l'immigration internationale comme j'ai dit, également comme un outil pédagogique,
outil de décolonisation. Il y a des participants qui, en fait, étaient exclus, ne sont pas embauchés, exclus du système éducatif. Et donc, les connaissances, entre autres des connaissances apprises et développées dans les pays sources, donc y compris des méthodes éducatives. Ça m'a fait penser à mon expérience moi-même. Donc, des outils pédagogiques éducationnels qui sont très bénéfiques pour le Canada. Mais le Canada n'en bénéficie pas parce qu'on ne bénéficie pas encore de la façon de l'immigration transnationale comme une ressource assez riche et enrichissante qui peut être le genre de pédagogie et méthode d'enseignement qui décolonise, qui renforce l'antiracisme. Par rapport à l'égalité des chances, si je me permets, j'aimerais souligner que bien sûr, l'égalité des chances est un droit très fondamental. Je dirais que nous ne sommes pas encore prêts, notre société n'est pas encore prête pour l'égalité des chances. On a un processus, on fait même un chemin à parcourir avant même d'engager ce discours d'égalité des chances. D'abord, on a besoin de miser sur l'équité des chances, parce que nous n'avons pas encore, nous ne sommes pas prêts pour, par exemple, à entrer dans des compétitions sur, dans le cadre de ce slogan d'égalité des chances, parce que nous n'avons pas, on ne devrait pas oublier l'historique et l'histoire aussi. C'est parce que nous n'avons pas reçu les chances de façon égale. Donc, c'est pour ça qu'il y a des différenciations, n'est-ce pas, et exclusion et ainsi de suite. Je pense qu'on bénéficiera mieux si on met l'accent sur l'équité, parce que c'est ça, comme vous savez, égalité, donc égalité, surtout qu'on est déjà égaux et donc les chances devraient être égalitaires. L'équité, c'est qu'on n'est pas égaux à cause de la discrimination raciale et ainsi de suite. On met l'accent sur ce processus donc d'équité pour ensuite avoir ce droit d'égalité de chance. Merci. Oui, il semble que professeur Potvin veut enchaîner sur cette équité de chance-là. En fait, oui, parce que toutes les provinces maintenant ont une politique inclusive, des politiques inclusives avec les centres, les school boards, là, ils ont adopté des politiques d'équité, d'inclusion, etc. Mais je pense que c'est très important de voir qu'il y a un changement de paradigme derrière la notion derrière l'approche inclusive, disons, on est passé de interculturel, multiculturel, etc., à inclusion, équité, etc. Et ça change la position des enseignants. Les enseignants et les écoles, les acteurs scolaires doivent répondre, si on veut, aux expériences et aux réalités vécues par les jeunes et tenir compte de ces réalités et expériences. Si un jeune réfugié vient d'arriver dans une classe, il a besoin de confiance, il a besoin d'appartenance, il a besoin d'apprendre la langue, il a besoin... Et tous ces besoins, comment je peux dire, fait en sorte qu'il va vivre une expérience scolaire spécifique et l'enseignant, les acteurs scolaires doivent être attentifs aux moyens d'équité qu'ils vont mettre en œuvre pour le faire réussir. Et donc, selon ce qu'il vit au moment où il arrive ou au moment où il se retrouve dans la classe. Et pour chaque élève, d'une certaine façon, qui ne sont pas égaux entre eux, mais qui vivent aussi parfois des situations plus problématiques ou avec plus de soutien qui sont nécessaires parce qu'il ne parle pas la langue ou parce qu'il a vécu dans une situation où il n'a pas appris dans un camp de réfugiés à aller à l'école, donc il y a des retards scolaires d'une certaine façon, etc. Donc, il faut tenir compte de tous ces éléments et l'enseignant doit être sensibilisé à la prise en compte de ces expériences de vie, de ses besoins spécifiques, mais pas dans une approche, comment je dirais, déficitaire. Déficitaire, ouais.
c'est très important, ni essentialisante parce que ça varie, on change, hein, les parcours scolaires vont changer, les expériences vont changer. Et la personne n'a pas toujours les mêmes besoins. Dans 6 mois, ce besoin-là peut ne pas exister. Par exemple, le besoin de se faire des amis ou le besoin de confiance, le besoin d'appartenance, le besoin de comprendre des consignes, le besoin de... Bon, etc. Mais la notion de besoin, il faut l'exclure de l'approche déficitaire et comme si c'était un handicap, là. Il faut plutôt voir la personne de façon, dans toute cette réalité, qui vit dans la réalité immédiate, en fait, pour essayer de soutenir les individus dans leur expérience de vie. J'appellerais ça des expériences de vie ou des réalités à tenir compte. Un jeune qui vit de la discrimination, du racisme, du harcèlement à l'école, par exemple, ben il a besoin de moyens pour le soutenir, pour que ça change. Et donc, c'est un peu dans cette perspective-là que je vois comment tenir compte des expériences de vie pour que ça réponde aux besoins, pour changer les situations, dans le fond. Et donc, l'enseignant doit changer son approche pour changer des situations et ne pas rester dans l'omission d'intervenir ou dans le fait de ne jamais de laisser aller les choses. Il faut intervenir, il faut prendre les moyens de soutenir les élèves pour atteindre l'égalité. Parce que l'égalité, c'est un objectif, mais ça prend de l'équité pour atteindre l'égalité. Et donc, il faut mettre les moyens en œuvre, que ce soit des moyens humains, là, je veux dire des soutiens ou des soutiens en orthophonie, des soutiens linguistiques, des soutiens psychologiques, des soutiens de toutes sortes, en fait, des soutiens affectifs aussi, pour que le jeune puisse bien réussir à l'école. Donc, l'expérience de l'école, c'est vraiment une expérience holistique. C'est une expérience globale et ça concerne tous les acteurs qui sont co-responsables d'une certaine façon de cette expérience-là, incluant les élèves. Les élèves sont co-responsables de l'expérience scolaire entre eux et la gestion du vivre ensemble, c'est un aspect important. Le vivre ensemble, c'est un aspect important de la... Il n'y a pas juste tenir compte du besoin d'un élève, mais il y a le vivre ensemble avec tous les autres élèves qu'il faut aussi gérer comme enseignant d'une certaine façon ou en tout cas valoriser et faire comprendre. C'est pour ça que l'équité, c'est extrêmement important. Nous, on a fait juste un exemple, on a fait un genre de modèle de compétences axé sur l'équité avec deux principales finalités, tenir compte des expériences et réalités des élèves et préparer les élèves à vivre ensemble dans une société de droit pluraliste, avec le co-coaching, le co-mentorat, la co-responsabilité, etc. Mais je pense que ces deux objectifs-là, on les retrouve dans les politiques publiques aussi, là, mais c'est quand même un rôle important, je trouve, en termes d'équité pour les enseignants. En fait, c'est intéressant parce que ce vivre ensemble fait partie de notre plan stratégique qu'on est en train de retravailler. Et alors, pour tous et toutes qui nous suivent, et pour vous qui nous suivez, c'est que vous allez avoir aussi l'occasion d'intervenir. Bon, déjà, Luc, la parole à vous, cher directeur de la programmation. Non, désolé, je voulais juste lancer un thumbs up, c'est tout, puis j'ai levé la main par accident. Parce que les deux derniers points que Mme Potvin, justement, comme M. Bolivar vient de dire, les deux derniers points que vous avez dit, parler de tenir compte des réalités des jeunes, mais ça fait partie de notre premier axe. Et puis le mieux vivre ensemble, notre dernier axe. Alors, c'est justement ça que j'essaie de faire, M. Dequier. Un pouce en l'air pour vos points. Merci de confirmer qu'on est sur la bonne voie. Oui, oui. Alors c'est intéressant et on aimerait aussi avoir des questions du public. Donc, je vais poser une question maintenant et après, le public va intervenir et puis comme ça, on peut continuer parce que vous aussi, je sais que vous avez des choses à dire, des questions pour nos panélistes. Donc, ça va être intéressant. Moi, ma question, parce que vous avez parlé de co-responsabilité. Au début, le professeur Madibo parlait de responsabilité collective. Et ça, c'est vraiment intéressant parce que quand on fait face à des problèmes complexes, il faut rentrer maintenant dans la diversité des solutions et dans la diversité des acteurs qui doivent intervenir, dont les élèves eux-mêmes. Et parlant de ça, comme sociologue, par exemple, comment vous verriez l'école, comment l'école devrait être organisée? Est-ce que ce qu'on a connu comme école depuis, je ne sais pas, de la nuit des temps, là, avec nos bancs, nos rangées de chaises, etc.,
est-ce qu'il faut peut-être une réorganisation de la chose scolaire, une réorganisation de l'école, une réorganisation de nos horaires, une réorganisation de la façon même de placer nos élèves pour améliorer la cohésion sociale, pour permettre que ce vivre ensemble-là émerge? Est-ce que vous voulez commencer, Amal, ou Ah ça oui, ne je dérange pas? voulais. Ah Ben, oui, ça ne me dérange pas moi non plus. Je voulais juste être Mhm. équitable avec ah, vous, ben, pratiquer ce que je pense. Vous pouvez aussi, oui, commencer, mais j'aimerais, oui, dire, d'abord, pour me corriger, j'ai fait référence au savoir et à l'expertise riche des immigrants, qu'à mon avis, notre système éducatif, y compris Ouais. universitaire, donc l'ensemble du système éducatif ne bénéficie pas de façon raisonnable. Et j'aimerais également, certainement aussi, ajouter aussi le savoir, l'enrichissement du savoir autochtone qu'on a au Canada, qui mérite également d'être beaucoup plus incorporé dans notre système éducatif pour donc renforcer la justice sociale et la justice raciale. Par rapport à l'école, en lien de ce que j'avais mentionné et en lien avec cette discussion qui, à mon avis, déjà très enrichissante pour moi, au moins, c'est que je pense le changement est toujours, moi je dis, je crois dans le changement social qui est également un changement institutionnel. Nous devrons, disons, le vocabulaire faut être modernisé, et même transformer notre système sociopolitique, donc y compris l'école. Je pense beaucoup au genre d'école que j'ai mentionné. Vous voyez, des écoles autochtones, il y a maintenant un appel pour construire, créer des écoles donc, destinées aux minorités sexuelles. Je trouve ce genre donc d'initiative école pour les Noirs parce que le système public qu'on a déjà en place n'est pas assez inclusif. Donc l'école devrait être bien sûr transformée, mais en encore prenant en considération ce genre d'école que les gens sont en train de créer. Est-ce que ça veut dire qu'on peut avoir beaucoup plus d'écoles de ce genre publiquement donc subventionnées? Il y a des écoles allemandes aussi, n'est-ce pas? Toutes sortes d'écoles. Ouais. On a un système francophone, un système anglophone. Est-ce qu'il faut un seul système qui est vraiment inclusif de façon vraiment équitable à tout le monde? Est-ce qu'il faut avoir deux systèmes, disons, parallèles? Je n'ai pas la solution, je n'ai pas la réponse, mais une question problématique que je trouve intéressante et à laquelle je pense. Merci. Réorganisation de l'école, professeur Potvin, qu'en pensez-vous? Ben, écoutez, il y a plusieurs aspects. Il y a beaucoup d'écoles laboratoires maintenant, hein, des écoles lab là, qui sont complètement conçues différemment, là, avec beaucoup de vitres, de fenêtres pour être axées sur l'environnement, pour comprendre mieux l'interdépendance entre l'être humain et le monde extérieur, la nature, par exemple. Donc, il y a beaucoup de... Parce que je pense qu'un des aspects importants aussi, c'est d'avoir des écoles où c'est un milieu de vie agréable de vivre et non pas juste des écoles avec du béton partout, de l'asphalte comme cours d'école, etc. Donc, les espaces verts, les espaces... ça, c'est un aspect important parce que ça calme beaucoup. Il y a il devrait y avoir plus de temps. Il y a des cours maintenant, des écoles tests où on fait des tests pour la méditation, par exemple. Donc, l'attention, l'approche attentive, là, parce qu'il y a beaucoup pour diminuer la violence, pour diminuer les tensions à l'école, parce que l'école, c'est un espace où il y a la cloche qui sonne, le temps est rythmé, c'est compétitif, etc. Comme je mentionnais tout à l'heure, il y a une façon de transformer ça, comme dans les pays un peu
scandinaves aussi. Il y a beaucoup de réflexions là-dessus pour éviter la compétition, la concurrence et puis le fait qu'on laisse de côté des gens qui n'ont pas le même rythme, des jeunes qui n'ont pas le même rythme d'apprentissage. Ils sont stigmatisés parce qu'ils ne réussissent pas aussi bien que les autres. Et le fait d'enlever les notes au primaire, par exemple, pendant plusieurs années, puis d'avoir des objectifs d'apprentissage, tout en gardant les notes pour le prof, là, mais le fait d'enlever la compétition par les notes, c'est déjà une valeur peut-être qui devrait être plus importante dans nos écoles pour apprendre que la réussite peut se faire autrement qu'en se comparant aux autres ou avec des notes, ou etc. Donc, il y a un effet important là-dessus. La prise en compte de la différenciation, quand je disais, il y a des élèves qui n'apprennent pas au même rythme. Les mathématiques, le français, ils n'apprennent pas au même rythme. Il faut que l'enseignant s'adapte, puis il faut qu'il mette à contribution les autres élèves de plus en plus. Quand on parlait de co-responsabilité, bien, on apprend tout le monde ensemble, parce que je reprends l'expression de Bell Hooks. L'éducation, c'est la libération, en fait. C'est une forme de liberté, c'est apprendre à être libre. C'est apprendre donc, l'école ne doit pas stigmatiser outre mesure, mais doit donner la possibilité d'apprendre sous différentes formes, à des rythmes différents. Et là, il y a en différenciation pédagogique, il y a tous les sous-groupes de travail, des gens qui travaillent, les jeunes travaillent sur des projets communs, mais chacun a des rôles différents, avec des forces, des faiblesses différentes. Et ça, je pense que c'est très gagnant, là, parce que les élèves n'apprennent pas tous au même rythme, de la même façon, assis en classe. Il y a des façons d'apprendre aussi. Il y en a qui sont debout, il y en a qui peuvent s'asseoir sur mais il y a un partage des savoirs qui peut se faire quand même, et il y a des projets collectifs d'apprentissage collectif, des pièces de théâtre où on apprend en même temps le français. Vous connaissez peut-être les films qui ont été faits là-dessus dans une école, la classe d'accueil en francisation qui monte une pièce de théâtre autour des jeunes immigrants avec leur vécu, leur expérience, etc. Oui, ça, au Québec, le film Bagage, là, qui est très, très bien. Vous pouvez aller voir, je pense que c'est sur le site de l'ONF, en tout cas. Mais, et donc, il y a tous ces changements dans le rapport au savoir, le rapport au pouvoir, le rapport de compétition entre élèves. Aussi, la prise de décision, le rapport démocratique, là, je reviens à Henri Giroux, par exemple, qui a écrit Democratic Schools et Apple et Bean, notamment, qui ont fait des travaux sur les écoles démocratiques. Et la co-responsabilité des élèves est un facteur très important d'appartenance et un facteur très important de reconnaissance de la voix des élèves. Et donc, le fait de prendre des décisions, par exemple, dans certaines écoles, lorsqu'il y a un conflit, par exemple, on demande aux élèves de prendre des décisions sur la marche à suivre pour changer la situation. Et là, il y a des élèves, par exemple, il y a eu une bagarre entre élèves. Ils ont décidé d'envoyer une lettre aux parents d'excuses des élèves, de tous les élèves de l'école, même si ce n'était pas eux personnellement qui avaient battu un autre élève, une lettre d'excuse, une lettre pour réparer par les médiateurs pacifiques. Là, il y a des médiateurs pour la paix dans les écoles. Hein. Les jeunes sont formés plus ou moins, en tout cas, à devenir des médiateurs. Et donc, de régler les conflits de façon pacifique entre eux, parfois sous la supervision ou l'aide des enseignants ou des animateurs de vie communautaire et tout ça. Mais il y a toute cette dimension de être responsable de ce qui se passe à l'école. Les élèves sont aussi responsables et doivent participer aux décisions par rapport aux changements que ça implique et ne pas toujours se faire imposer les normes d'en haut, si on veut, par les adultes, mais de trouver leur propre façon d'élaborer des normes, élaborer la charte des droits dans la classe, là, le projet de l'UNICEF, là, notamment là, les chartes des droits de l'enfant dans la classe, comment les élaborer? Est-ce que c'est un écho ou j'entends? Il me semble que, professeur Madibo, il semble que vous êtes là 2 fois ou bien? Ah bon? Oui. OK. Désolé. C'est ça, on entend un écho. Je me demandais c'était quoi. Je vais. OK. Et donc, peut-être juste finir là-dessus très rapidement, c'est que
l'idée, et je reviens à un auteur que j'utilise beaucoup, qui est une philosophe qui s'appelle Martha Nussbaum, qui a repris la notion de capacité de Amartya Sen, que vous connaissez tous et toutes peut-être, qui est un économiste reconnu mondialement, là, et il disait, dans un pays, il faut pas juste énumérer des droits et libertés, mais il faut qu'on rende les gens capables de faire reconnaître leurs droits, de revendiquer leurs droits et d'agir pour respecter les droits des uns et des autres. Donc, il faut créer des capacités à l'école. Il faut rendre capables les élèves, autant sous toutes les dimensions d'éducation, l'éducation à la sexualité, l'éducation aux droits, l'éducation à la vie politique, l'éducation à devenir des bons citoyens engagés envers la justice. Donc, c'est à l'école où on apprend à être capable. Et l'école doit créer des opportunités aux élèves pour qu'ils deviennent capables d'aimer, capables d'être citoyens, capables de comprendre la vie politique, capables de... Et donc, la notion de capacité est directement associée à la notion de droits et libertés. Et il y a tout un travail à faire dans les écoles pour rendre plus capables nos élèves de décider, d'agir, d'être citoyen, etc. On le fait déjà en partie, mais vous voyez, donc il y a plusieurs niveaux, je pense, de changement. Qu'on doit faire. Oui. Et il y a plusieurs pratiques, peut-être juste finir là-dessus, il y a plusieurs pratiques qui ont des effets indirects de discrimination. C'est des pratiques systémiques, administratives. La façon dont on évalue des élèves quand ils viennent d'arriver, par exemple, en francisation dans un autre pays, des fois, ils sont déclassés, ils vont se retrouver dans des... Bon, il y a comme beaucoup de pratiques aussi d'évaluation, de troubles d'apprentissage. Hein. Il y a une surreprésentation, par exemple, des jeunes noirs dans les gens, dans les élèves qui se retrouvent avec des troubles diagnostiqués avec des troubles d'apprentissage, des troubles de comportement. Il y a un problème là grave parce que cette surreprésentation-là, on ne sait pas sur quoi elle est fondée. Donc, il y a tout un travail à faire sur les pratiques d'évaluation, de classement des élèves, d'évaluation des diagnostics de problèmes, EHDA, etc. Et là, il y a des biais qui jouent. Et puis, des fois, les gens en adaptation scolaire, là, qui sont dans les services complémentaires, ils ne sont pas tous bien formés ou pas assez formés, en tout cas, des fois, pour reconnaître une difficulté linguistique d'une difficulté d'apprentissage, par exemple, en français. Et donc, il va y avoir un surclassement de certains élèves dans des mauvaises filières, autrement dit, le tracking, les mauvaises filières, et ça peut avoir des effets importants, évidemment, sur les carrières scolaires ou les parcours scolaires des élèves. Merci beaucoup. Et c'est le temps maintenant pour le public de poser des questions. Je pensais qu'Amal allait continuer. Alors, oui. OK, mais je peux répondre peut-être à une question pour engager, le public. OK, pour le public, exactement, Oui. exactement. Alors, on va essayer d'être bref, mais on va direct aux questions. Chers amis qui... Il y a une question déjà dans le chat. Hein? Dans le chat? OK, Oui. Il y a une question dans le chat, merci. Oh, OK. Comment activement engager les écoles à recevoir les initiatives qui cherchent à lutter contre le racisme? OK. Ça, c'est la question de Marie-Rosette, parents contre le racisme. OK. Je pourrais y répondre? Ça ne vous dérange Oh, pas? oui, oh, oui, vas-y. D'accord, oui. Je remets l'accent là sur l'intersectionnalité. Dans ce cas, intersectionnalité des idéologies et aussi d'événements, mais des événements qui célèbrent certaines idéologies antiracistes, antisexistes et ainsi de suite. Par exemple, nos écoles, le mois dernier, ont célébré le mois de l'histoire des Noirs, n'est-ce pas? Et beaucoup a été fait, vraiment, beaucoup d'événements. C'était même trop pour moi, excusez le terme, pendant un seul mois. Et là, dans les 3 dernières semaines, en effet, depuis la fin du mois de l'histoire des Noirs, je n'ai pas entendu grand-chose, pour ne pas dire rien, à propos d'une activité, un débat sur
l'histoire des Noirs ou les faits ou l'identité noire. Présentement, nous présentons le mois de la francophonie. Il y a beaucoup de faits. On risque de limiter ça également au ce mois précis, à la journée internationale. Cette journée internationale, c'est pour ça qu'au début de cette conférence, j'ai fait référence à la distinction très importante entre le symbolique et l'efficace. Donc, l'efficace, à mon avis, est décolonial. Je trouve problématique quand la façon dont nous engageons et célébrons ces événements importants par nos écoles et l'ensemble de la société, de confiner ça à date précise, ça c'est problématique. C'est bien d'avoir des dates précises parce que, bon, il est évident que ça nous rappelle, ça nous éveille, ça nous réveille, n'est-ce pas? Mais pour moi, une solution, donc, dans le cadre qui donc répond à cette question, comment engager les écoles activement, une des façons, c'est de miser sur l'intersectionnalité des événements. Par exemple, ce mois, oui, aujourd'hui, nous célébrons la journée internationale de la lutte contre le racisme, la discrimination raciale, mais également, c'est le mois de la francophonie. Là, donc, il y a une intersectionnalité entre la francophonie et la noirceur, un sujet que j'aime beaucoup. On a fêté donc le mois, la journée internationale, par exemple, des peuples autochtones. Quelques jours après, il y avait une autre journée ou une semaine internationale. Donc, le croisement, donc, oui, et à mon avis, est fructueuse. Merci. Et merci. Et dans ce sens-là, je vais vous donner la parole, Madame Potvin. La dernière fois, nous, qu'est-ce qu'on a fait? Et parce que aussi, c'était le mois de la lecture, le mois de février. On a fait venir des autrices noires en même temps qui lisaient moi l'histoire des Noirs et lecture aussi. Donc, on a mis ça ensemble. Donc, oui, c'est intéressant. Juste, est-ce que je peux ajouter? Oui, allez-y. Allez-y. Je veux dire, moi, je pense qu'il faut miser sur les élèves, demander aux élèves aussi ce qu'ils vivent, ce qu'ils veulent, et demander aux élèves d'aller parler de ce qu'ils vivent peut-être en termes de racisme dans l'école, autour de l'école, dans la société, etc., et d'en faire des organisateurs des événements dans les écoles et de les inciter même à faire un mini-sondage anonyme, évidemment, mais avec peut-être un enseignant sur le racisme à l'école, ce que les jeunes vivent, qu'est-ce qu'ils voient, est-ce qu'il y en a, est-ce qu'il n'y en a pas, etc. Et de partir de ça, de partir des réalités du terrain, en fait, à partir des jeunes. Je pense que ça, c'est extrêmement gagnant parce que ça les responsabilise, justement, et ça les implique, ça les engage. Et faire venir aussi pendant la semaine, le mois de l'action contre les Noirs, le mois de l'action d'action antiraciste, la semaine d'action contre le racisme, excusez, je mélange, le mois de l'histoire des Noirs, c'est ça, parce que je mélange des événements, mais de faire venir aussi des personnages, pas des personnages, mais des artistes, Webster, par exemple, au Québec, là, qui est très connu, c'est un rappeur qui est très connu, mais qui a beaucoup travaillé sur l'histoire de l'esclavage. Il va dans les écoles, par exemple. C'est quelqu'un de très connu. Aussi des gens connus, des organisateurs communautaires dans les maisons de jeunes ou dans les... Alors, de faire venir, je pense, des personnes qui ont une implication, un engagement communautaire dans la communauté noire, par exemple, ou dans... Bon, je pense que ça, c'est vraiment intéressant pour eux, puis de poser les... Donc, il y a vraiment... mettre les jeunes à contribution, moi, ça serait ma stratégie. Merci beaucoup. Il me semble que Mme Chérif de Parents contre le racisme a aussi une question. Oui, bonjour, bonsoir à tout le monde. Et vraiment, comme j'aimerais tout d'abord remercier les conférencières, les intervenantes. Ça a été une séance vraiment d'apprentissage. On a beaucoup appris de vos expériences mutuelles. Et Madame Potvin, j'ai spécifiquement une question pour vous parce que tout d'abord, je souligne encore, j'ai vraiment apprécié votre intervention où vous avez mentionné la notion de rendre les élèves capables. Le fait que cette notion est développée
au niveau scolaire. Donc, c'est là où on donne vraiment, comme on appelle en anglais, c'est ça, le empowerment aux jeunes. Donc, ceux qui reposent de plus en plus cette responsabilité sur l'école. Donc, nous, Parents contre le racisme, pour donner un peu la petite historique, notre organisation a commencé il y a disons, c'était autour des événements de George Floyd. Et comme ce qu'on sait, ça a suscité beaucoup de discussions, donc y compris des jeunes qui ont eu le courage de venir en avant pour un peu dénoncer certains actes de racisme qu'ils ont vécus pendant qu'ils étaient à l'école. Mais sauf que ces jeunes avaient déjà quitté l'école, ils étaient maintenant des jeunes adultes qui sont venus un peu raconter leur expérience. Mais comme ce que vous avez mentionné plus tôt, la chose est que pourquoi cette période-là, pourquoi il a fallu l'avènement George Floyd pour donner le pouvoir là aux jeunes de venir en avant. Donc, ce qui dit qu'il y a beaucoup de choses qui se passent que les jeunes n'ont pas nécessairement la force d'exprimer parce que peut-être qu'une des causes, c'est que cette notion de capacité de pousser ça, comme cette notion n'a pas été aussi poussée à fond, de donner cette confiance-là aux jeunes que si quelque chose ne va pas, c'est de votre plein droit. L'école est citoyenne. C'est là-bas où on apprend vraiment toute cette notion pour que dans le futur, quand on est, comme pour être un citoyen engagé plus tard, ça s'apprend à l'école. Donc, moi, j'aimerais vraiment comme ces outils parce que vu que c'est un travail de communauté, nous sommes là pour faire le plaidoyer, mais il faut cette compréhension, vraiment comme cette éducation presque de l'école aussi, dans ce sens-là, de quels sont les outils qu'il faut mettre en place pour donner ce pouvoir-là aux jeunes. Désolée, ma question a été, c'est un mélange d'intervention, de questions, tout. Ben, écoutez, il y a tellement dans ce que vous avez montré tout à l'heure, M. Bolivar, c'est, il y a un petit guide qu'on a fait, mais il y a un web documentaire qui accompagne le guide. En fait, le guide, c'est un guide d'accompagnement du web documentaire. Dans le web documentaire, il y a 3 jeunes qu'on a questionnés sur l'école, et on peut faire ça dans une classe, en fait. C'est-à-dire qu'on peut dire aux jeunes, vous faites des vidéos, un peu comme le Wapikoni mobile chez les Autochtones. Hein? Vous connaissez la roulotte qui se promène pour faire des films dans les communautés autochtones au Québec. Je pense que c'est juste au Québec, mais je ne suis pas sûre. Ça donnait la parole aux jeunes. Donc, on leur dit, vous faites un film, puis tout le monde a des téléphones cellulaires aujourd'hui, on peut s'enregistrer n'importe comment. C'est très facile comme technologie. On a tous accès à ça. Et on projette des témoignages, par exemple, où on demande aux jeunes de construire, en fait, des témoignages, des histoires qu'ils ont vécues, etc., et qui sont prêts à partager avec les autres, parce que ce n'est pas toujours facile non plus de vouloir partager avec les autres. Donc, il faut créer comme des conditions aussi où on peut recevoir la parole, le dialogue entre les élèves. Donc, créer des espaces de parole dans une école, c'est extrêmement important, pas juste à l'école secondaire, primaire, mais aussi au cégep, ici, le collégial au Québec. Et donc, la fin de l'école secondaire, finalement. Mais en tout cas, il y a beaucoup de questions qui se sont posées là-dessus. Il y a maintenant de plus en plus des cégeps, notamment des écoles secondaires qui ont des espaces de parole. Ou dans des cours, par exemple, en français, en histoire, etc., les jeunes peuvent filmer des choses autour de témoignages. Et je pense que ça, c'est gagnant quelque part parce que ça permet aux jeunes de créer des nouveaux savoirs, en fait, puis peut-être faire une exposition à la fin de l'année où il y a une projection de ces espaces de parole dans des spectacles, pas des spectacles, mais des kiosques ou des trucs de fin d'année. Ou en tout cas, ça peut être un projet sur le long terme aussi où les jeunes réfléchissent à ces questions de discrimination, d'inégalité dans la société, puis donc avec des témoignages qu'ils peuvent aller chercher dans l'école ou à l'extérieur de l'école, et puis ils peuvent faire des petites capsules vidéo,
Puis ça peut devenir aussi quelque chose qui est sur le site de l'école, par exemple, après, et qui peut être affiché. Donc, aujourd'hui, la technologie permet tellement de créer, en fait, ces espaces de parole-là que ça peut être intéressant pour eux de penser, mais toujours dans une perspective de changement. Et pas pour accuser ou, tu sais, par exemple, dire, ben tous les profs sont racistes, bon, etc. Bon, ça, c'est sûr que le dialogue n'est pas facile dans ce temps-là quand il y a des accusations. L'idée, c'est de plutôt parler de qu'est-ce que les gens vivent, comment ils vivent ça. Et dans le petit web documentaire là, que vous avez parlé tantôt, on appelait ça racisme et éducation antiraciste. C'est en ligne, en fait, et ce petit web documentaire-là, en fait, les jeunes parlent beaucoup de ce qu'ils auraient aimé avoir à l'école. Qu'on parle plus de l'histoire des Noirs, qu'on parle plus de l'afrocentrisme, par exemple. Et là, ça revient un peu à ce que disait Amal tout à l'heure. Je m'excuse si je vous tutoie, Amal. Mais, mais ce que vous disiez sur est-ce qu'il faut créer des écoles afrocentristes ou il faut avoir une école publique commune? Mais si l'école publique commune avait tous ces espaces de parole qui permettent de parler de l'histoire des Noirs, de l'afrocentrisme, parler des courants chez les Noirs, de toute l'histoire, de tout l'espace culturel des différents groupes, je pense, et de pas juste culturel, mais tu sais, ce qui est important au niveau de la culture des jeunes eux-mêmes, que ce soit la musique, l'histoire, les figures, les modèles de réussite, les personnages historiques ou les personnes qui sont significatives dans leur réalité contemporaine, etc. Je pense qu'il faut que l'école publique ait ces espaces-là pour que les jeunes se reconnaissent à l'école, puis se mobilisent à l'école, s'engagent envers l'école comme un espace de vie. Donc, moi, je trouve ça important que toutes ces histoires-là fassent partie de l'école, puis que les jeunes, on les mette à contribution parce que les jeunes ont des savoirs qu'on laisse de côté et qu'il faut qu'on reconnaisse ces savoirs. Ça ne veut pas dire qu'ils ont le droit de dire tout, puis qu'ils ont, ils ont le droit de ne pas respecter les droits des autres. C'est un équilibre qu'il faut y avoir, mais cette reconnaissance-là envers les jeunes est très importante. Et puis, Prof. Madibo, vous voulez ajouter quelque chose? Oui, dans la même veine, mon dernier commentaire est de remettre mettre l'accent sur le féminisme noir, mais surtout une notion un concept en fait de féminisme noir qui est les politiques de libération, qui se sont en fait des politiques de solidarité. Donc, la solidarité est cruciale et je pense que oui, les susceptibles de nous permettre d'assurer un avenir prometteur. Merci. Merci beaucoup. Il est déjà 3h05. Dernière question avant qu'on se quitte. Une question? Intervention? OK, bon. Je pourrais dire quelque chose rapidement? Oui, oui. Là, la décennie internationale des peuples d'ascendance africaine s'achève de sa fin. Et au moins, à mon avis, malheureusement, nous n'avons pas fait assez pour miser sur cette opportunité. Alors, espérons que ce genre d'initiative, cette conférence, fera de la fin de la décennie, en fait, une continuation et un début, une continuation de lutte antiraciste efficace. Merci, merci. Quel souhait, quel souhait. Il y a deux choses, moi, que j'aimerais retenir de cette conférence et qui m'a ébranlé quand j'ai entendu aider les élèves, et il faut que les élèves être capables d'aimer. Ça m'a vraiment touché. Pour moi, ce serait le plus grand idéal de l'éducation. Si on pouvait aider nos élèves à avoir cette capacité d'aimer, on aurait tout résolu nos plus graves problèmes de marqueurs de cohésion sociale à l'école. Et deuxièmement, responsabilité collective aussi, que Prof. Madibo a vraiment enchaîné. Donc, l'école ne peut pas être seule dans cette grande lutte-là. L'école a besoin de la collaboration de tout le monde et il faut favoriser cette collaboration. Mais il faut le créer. Ça ne va pas se créer seul, il faut le faire de manière intentionnelle. Alors, chers panélistes, écoutez, quel
quel beau panel, quel bel après-midi, quelle belle façon de terminer un 21 mars. Hein? Donc, je vous remercie de tout cœur. Vous avez fait ça gracieusement. Nous sommes vraiment reconnaissants. Prof, Juste un dernier petit mot. Oui. Je pense qu'il faut compter sur le leadership des directions scolaires à cet égard-là pour laisser ces espaces, pour faire apparaître ces espaces aussi et de travail collaboratif entre les enseignants, mais aussi des espaces de dialogue avec les élèves. C'est beaucoup les directions d'école hein, qui ont cette responsabilité-là. Donc, il faut compter sur leur leadership. Et ils sont là cet après-midi. Il y en a beaucoup qui sont là cet après-midi. Merci. On fait ce travail, tout à fait. Donc, je vous remercie, chers panélistes, d'avoir accepté gracieusement de venir nous accompagner dans cette belle réflexion cet après-midi. Donc, on va continuer à vous lire et à utiliser les ressources que vous avez et de temps en temps aussi peut-être à faire un coup de fil aux consultations. Donc, c'est du beau travail que vous avez fait à la communauté. Nous vous en sommes très, très reconnaissants. Et maintenant, Merci je passe la beaucoup parole aussi. à... Merci à vous aussi. Merci. Oui. Je passe la parole à Luc maintenant, Luc Brémond, Monsieur Brémond. Oui, alors merci, Baté. Et merci encore une fois. Également très reconnaissant. Baté, tu as pris mes mots, c'était justement ça, capable d'aimer. Hein, tout le concept de capacité. Et puis les questions qu'on pose aussi, Prof. Madibo, qui nous poussent à la réflexion. Donc, des réflexions et des stratégies très pratiques pour nous au niveau d'un système scolaire et pour nos leaders aussi, afin d'amener et de donner. Oui, d'amener nos élèves à agir, oui, être capable d'agir, mais aussi de leur donner une voix, hein, de leur donner une voix pour vraiment entendre ce qui se passe et pour qu'on puisse construire ensemble hein, cette communauté-là qu'on veut, une communauté beaucoup plus, je cherche le mot, mais Inclusive, inclusive, mais je cherchais au niveau de la cohésion, hein, une cohésion. Donc, merci. Merci de vos contributions. Baté, merci beaucoup de nous avoir organisé cette journée. Merci évidemment aux directions d'école qui sont là et puis qui ont pu entendre nos experts ici partager leurs réflexions et leurs pratiques. Donc, là-dessus, je vous laisse et je vous remercie. Bonne fin de journée à tous et à toutes. Au revoir. Au revoir. Merci. Au revoir. Et la vidéo va être disponible aussi pour ceux qui veulent aller le voir parce que moi, j'aimerais bien revoir la vidéo. Merci. Au revoir. Merci. Au revoir. Merci Au beaucoup. Vous nous revoir. donnerez le lien, Merci. Monsieur Bolivar? Oui, je vais faire ça. OK, merci. Au revoir. Merci. Merci. Merci, Baté. Bon travail. Je pense qu'il est parti. C'est beau. Donc, bonne fin de journée à tout le monde. Merci, oui.